J'étais dans ma petite cuisine à Charleston, en Caroline du Sud, quand le téléphone a sonné. Dehors, la pluie s'abattait sur la vitre, comme pour m'avertir que quelque chose allait arriver. Le nom de mon mari, Colin, est apparu à l'écran. J'ai décroché, pensant qu'il appelait pour me demander des nouvelles de la déclaration fiscale trimestrielle que je préparais pour notre entreprise. Mais non, la voix de Colin m'a traversé la ligne, complètement imperturbable. Je me suis dit que tu préférerais l'entendre de ma bouche, a-t-il dit d'un ton désinvolte, comme s'il commandait un café. Je viens de transférer ton héritage à mon nom. Je recommence avec quelqu'un qui m'apprécie vraiment. Je me suis figé. Ce ton suffisant et effronté. Sa voix venait de quelque part, avec le fracas des vagues et une faible musique latine en fond sonore. Tu devrais vraiment faire plus attention à tes comptes, sérieusement. Colin a ri. Tu as laissé trop de portes ouvertes. Je n'ai rien dit. J'ai simplement tiré une chaise et me suis assise, les yeux rivés sur l'écran de mon ordinateur portable, qui était ouvert sur notre portail bancaire en ligne. Je m'étais connecté pour vérifier mon relevé juste avant l'appel. La maison résonnait du bruit de la pluie, mais mon esprit s'est vidé. Non pas de panique, mais de devoir trier chaque détail, chaque petit souvenir des 20 dernières années pour trouver la dernière pièce du puzzle de la trahison. Le rire d'une femme résonna au téléphone. Jeune, vif, sûr de lui. Un coup au ventre. Il n'essayait même pas de le cacher. Je mérite un nouveau départ, Delilah, avec quelqu'un qui ne contrôle pas tout, qui ne planifie pas chaque odeur. Tu calcules toujours tout. Tu as raison, dis-je doucement, d'une voix glaciale. Tu le mérites parfaitement. Puis je raccrochai. Je m'appelle Delilah Anderson. J'ai 43 ans. Je suis comptable principal dans une entreprise d'importation de cuivre à Charleston. Je suis le genre de personne qui vit selon des principes. Peut-être trop prudente et visiblement trop confiante. Mais aujourd'hui, tout a changé. Colin pensait avoir trouvé le coup parfait. Qu'après 2 décennies passées avec moi, la femme qui comptait toujours chaque facture et chaque relevé d'épargne, il pouvait prendre ce qu'il avait de plus précieux et disparaître avec une petite amie de presque 15 ans sa cadette. Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais déjà vu cela se produire une fois. J'avais vu un membre de ma famille tout perdre parce qu'il avait fait confiance à la mauvaise personne. Et la première vraie leçon d'argent que j'ai apprise ne m'est pas venue de l'école de comptabilité. Elle m'est venue de ma grand-mère, qui avait un jour laissé son mari hypothéquer le terrain familial pour s'enrichir. Je me suis servi un verre de vin, j'ai posé la main sur le plan de travail froid et j'ai senti chaque seconde de mon mariage se fissurer. J'ai rouvert mon ordinateur portable et vérifié chaque couche de mon système de protection des actifs. Colin venait de commettre une énorme erreur sans même le savoir. J'ai rencontré Colin à 21 ans, alors que j'étais en dernière année de comptabilité à l'université de Caroline du Sud. Il était assistant de cours de marketing, de 4 ans son aîné, vif d'esprit, beau parleur, et il savait toujours me faire rire quand j'étais stressé. À l'époque, je le croyais ambitieux, prêt à prendre des risques, à rêver grand. Je n'avais pas réalisé que parfois l'ambition ne cache que l'instabilité et l'irresponsabilité. Nous nous sommes mariés 1 an après l'obtention de mon diplôme, alors que je travaillais de longues heures pour devenir chef comptable. Colin changeait constamment de travail. D'abord, un magasin d'articles de sport qui a tenu 7 mois. Puis, une start-up d'application de rencontres dans laquelle il avait investi nos économies, pour finalement être accusé de copier l'algorithme. Ensuite, il s'est associé à une chaîne de café bio à Savannah. Mais je n'ai jamais rencontré ce soi-disant associé. À chaque échec, Colin revenait avec une justification toute faite. Ça fait partie du processus, ma belle. Personne ne réussit sans tomber. Et à chaque fois, c'était moi qui ramassais les pots cassés. Je puisais dans nos économies communes, ajustais notre plan de retraite, rééquilibrais discrètement le budget pour payer l'électricité et l'eau. Je pensais que se taire était la façon dont une bonne épouse préservait son mariage. Puis j'ai reçu un héritage de tante Clara, la sœur aînée de ma mère. Elle n'avait pas d'enfant et vivait seule dans les montagnes du Tennessee, où elle possédait un petit chalet et un lopin de terre au bord du lac. Tante Clara ne faisait pas confiance aux services bancaires en ligne ni au portefeuille numérique, mais elle me faisait confiance. Après son décès d'un accident vasculaire cérébral inattendu, j'ai été invité dans un cabinet d'avocats à Knoxville pour la lecture de son testament. Personne ne s'attendait à ce qu'une femme aussi modeste qu'elle laisse derrière elle plus de 520 000 $ et la pleine propriété d'un chalet au bord du lac Cherokee. J'ai pleuré pendant tout le trajet du retour vers Charleston,
non seulement parce qu'elle me manquait, mais aussi parce que, pour la première fois de ma vie, j'avais quelque chose qui m'appartenait entièrement. Je l'ai dit à Colin le lendemain soir. Il est resté bouche bée comme un enfant qui vient de trouver un trésor. As-tu déjà réfléchi à ce que tu ferais de cet argent? On pourrait investir dans une chaîne de chalets au bord du lac. Cet endroit a un réel potentiel. J'ai hoché la tête, faisant semblant d'y réfléchir, mais l'éclat dans ses yeux m'a fait froid dans le dos. Ce soir-là, pour une fois, j'ai gardé une partie de la vérité pour moi. 3 semaines plus tard, je suis retourné à Knoxville pour rencontrer l'avocat de tante Clara et sa conseillère financière de confiance, Amelia Rhodes. Amelia était une femme vive et posée, la cinquantaine, dont la voix tranchant le doute était si forte qu'elle pouvait trancher. Après que je lui ai expliqué mes inquiétudes concernant la vulnérabilité des biens au sein du mariage, elle m'a proposé une solution. Nous pouvons vous aider à créer une fiducie séparée. Selon la loi du Tennessee, les biens hérités n'ont pas à être partagés en cas de divorce s'ils sont correctement protégés dès le départ. J'ai déjà traité des cas similaires. Croyez-moi, vous devriez le faire maintenant. Alors, je l'ai fait. La totalité de la somme a été placée dans une fiducie privée à mon nom chez Redmond Trust, une banque offrant une sécurité à plusieurs niveaux. Tout transfert nécessitait une triple vérification, notamment des scans biométriques et des documents notariés en personne. J'ai laissé environ $20 000 sur notre compte joint pour les charges et l'entretien de la maison. Je n'ai jamais touché au reste. C'était mon bateau de sauvetage, un que j'espérais ne jamais avoir besoin. Mais je l'ai préparé comme quelqu'un qui a appris très tôt que l'amour n'est pas toujours synonyme de sécurité financière. Colin n'en avait aucune idée. Il pensait que j'avais tout transféré à notre banque locale. Je le lui ai laissé croire. Il ne m'a jamais demandé de détails, se contentant de quelques remarques désinvoltes. Votre mot de passe est trop long. Peut-être qu'un jour je pourrai vous aider à le vérifier. Voir s'il y a quelque chose que nous n'optimisons pas. Je souriais et changeais de sujet. Je savais que si j'en disais trop, je révélerais quelque chose que je n'étais pas prêt à admettre. À un moment donné, la croyance s'est transformée en doute, et je ne l'ai jamais exprimée à voix haute jusqu'à maintenant. 4 jours plus tard, alors que je rangeais mes dossiers pour quitter le bureau, mon téléphone a sonné. L'écran affiche l'équipe de prévention des fraudes aux fiducies. J'ai décroché, le cœur serré. Bonjour, Madame Delilah Anderson. Nous vous appelons pour vérifier une tentative de virement inhabituel de votre fiducie personnelle vers un compte en Californie. La transaction a été bloquée par notre système et tout accès a été temporairement verrouillé. Pouvez-vous confirmer que vous êtes bien à l'origine de cette demande? J'ai serré le téléphone fermement. Non, je n'ai autorisé aucun virement. Qui a fait la demande? Un homme se faisant passer pour votre représentant légal a soumis une procuration falsifiée et a tenté de la vérifier à 3 reprises avec un code PIN incorrect. L'affaire a été transmise à notre équipe d'enquête interne. Je les ai remerciés et j'ai raccroché, le cœur battant. J'ai immédiatement su que c'était Colin. La seule question était désormais, jusqu'où était-il allé? 10 minutes plus tard, il a appelé. J'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. Mon ton est calme, comme si quelqu'un avait appelé pour dire que la livraison de pizza était en retard. Delilah, que diable se passe-t-il? Je viens de me faire bloquer l'accès à mon compte bancaire. Une femme nommée Lucia, ou je ne sais quoi, du Colorado, m'a appelé pour me dire que je faisais l'objet d'une enquête pour fraude. Sa voix aboyait à travers la ligne. Je n'avais plus aucun contrôle. Que ai-je bien pu faire pour me faire bloquer? Vous savez quelque chose à ce sujet? Je me suis assis dans le fauteuil du salon, contemplant le magnolia en fleurs dans le jardin, et j'ai parlé lentement. Je sais, Colin. Je sais tout. Et je sais aussi que c'est vous qui avez essayé de transférer l'argent du trust. Il resta silencieux quelques secondes. Je suis ton mari. De quoi parles-tu? Je fermai les yeux, retins mon souffle, puis regardai droit devant moi comme si je le fixais du regard. Rien dans la loi n'autorise un mari à s'approprier des fonds d'héritage détenus dans un trust protégé distinct, Colin. Et à se faire passer pour un représentant légal, en soumettant de faux documents. As-tu idée du nombre de crimes que tu viens de commettre? Sa voix commença à faiblir. Ne me menace pas avec des absurdités juridiques. Nous sommes mariés. Oui, et parce que nous sommes mariés, tu aurais dû connaître les limites, mais tu les as toutes franchies. J'ouvris mon ordinateur portable et cliquai sur un dossier intitulé « Séparation préparée »,
où j'avais rangé tous les documents des 3 derniers mois. Delilah, allez. Tu exagères. C'était juste un malentendu. J'ai failli rire. Malentendu? Tu as essayé de voler des biens légalement protégés. Colin, j'ai déjà parlé à mon avocate, et maintenant je la laisse s'occuper du reste. Le silence à l'autre bout du fil a duré si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. Mais d'une voix tremblante et amère, il a dit, vous n'êtes pas sérieux, n'est-ce pas? Je le suis, et il n'y a plus rien à négocier. Puis j'ai raccroché. J'ai décroché le téléphone fixe et appelé Elisa Hammond, l'avocate spécialisée en droit de la famille et en fraude financière que j'avais secrètement engagée en mars. Elisa, c'est le moment. Sa voix ne semblait pas surprise. Je m'en doutais. Avez-vous tous les documents prêts? Tout est dans le dossier partagé sur le serveur sécurisé, y compris un enregistrement de cet appel. Parfait, a dit Elisa fermement. Nous allons demander le divorce et engager une action en justice dans les 3 prochains jours. Vu l'ampleur de la fraude et les preuves que vous avez rassemblées, je suis convaincu que nous pouvons récupérer l'intégralité de votre patrimoine. J'ai expiré lentement, comme si quelque chose de lourd avait enfin été déposé. Mais la colère brûlait toujours. Colin n'avait pas seulement trahi la confiance. Il avait mis en jeu sa dignité, notre mariage et son avenir. En pensant que je ne riposterais jamais. Il avait tort. Une erreur embarrassante. Lundi matin, je suis entré dans le bureau d'Elisa Hammond, au 8e étage d'un immeuble de verre du centre-ville de Charleston. Pas d'enseigne tape à accent grave-l'œil, juste une petite plaque en laiton gravé, droit de la famille, et protection des biens. Elle s'est levée à mon entrée et m'a serré la main avec fermeté, le regard perçant. Delilah, j'ai examiné les premiers documents que vous avez envoyés la semaine dernière. Notre dossier est bien plus solide que je ne le pensais. J'ai fouillé dans mon sac et en ai sorti un épais dossier et une clé USB. J'ai apporté le reste, y compris les relevés de compte joints des 6 derniers mois, des notes personnelles et des photos du détective privé. Elisa a haussé un sourcil et a pris le dossier. Je ne savais pas que vous étiez allé aussi loin. J'ai expiré. J'avais un pressentiment depuis janvier. Ces voyages d'affaires en augmentation soudaine, les changements d'horaire de dernière minute. Mais ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est l'eau de Cologne. Elisa a laissé échapper un petit rire. L'odeur. Il n'en avait jamais porté auparavant. Puis un jour, il est rentré avec son col qui sentait la bergamote et le santal. Je connaissais ce parfum. C'était celui que je vendais quand j'étais étudiant, à temps partiel. Et il n'y a qu'un seul type d'homme qui porte ça, quelqu'un qui essaie d'impressionner les jeunes femmes. Sans un mot, elle s'est mise à feuilleter les documents, les yeux scrutant chaque page avec attention. J'ai pointé du doigt une section du relevé. Regardez. À partir de fin janvier, il y a des retraits hebdomadaires de 4 cents à 6 cents sur la carte de crédit secondaire, dépensés en restaurant, hôtel et billets d'avion. Un soir, il a prétendu être à une conférence à Atlanta, mais les frais d'hôtel provenaient de Myrtle Beach, et ce n'était pas pour une chambre individuelle. J'ai sorti une série de photos de l'enveloppe et je les ai posées sur la table. Elle s'appelle Nathalie Carter, 28 ans, barmaid dans un bar chic de Mount Pleasant. J'ai engagé un détective privé nommé Jared pour les suivre depuis avril. Ils ont fait 2 voyages ensemble. Le plus récent était le week-end dernier en Floride. Elisa feuilleta soigneusement chaque photo. L'une montrait Cohen enlaçant Nathalie par derrière, alors qu'il sortait d'un hôtel. Une autre les montrait en train de dîner sur un toit à Naples, les mains entrelacées, sans aucune gêne. Sur l'une d'elles, Nathalie rayonnait, brandissant un collier Tiffany, le genre de collier que je n'avais jamais reçu en 22 ans de mariage. Avez-vous la confirmation qu'il a utilisé le compte joint pour régler ses dépenses? Demanda Elisa. Tout est documenté dans le rapport de rapprochement, et j'ai déjà déposé une plainte auprès de la banque pour accès non autorisé. J'ai sorti une autre pile de documents. Ce sont les enregistrements de 3 appels que Colin a passés au Redmond Trust depuis son numéro personnel. Il y prétendait être mon représentant financier et tentait d'obtenir des informations sur la structure du trust. Elisa mit un casque et passa un court extrait. La voix de Colin était distincte. Je dois vérifier comment les fonds ont été alloués. Je m'occupe de la succession de Mademoiselle Anderson. Au bout d'un moment, elle retira son casque. C'est indéniable. D'un point de vue juridique, il ne s'agit pas seulement d'une fraude conjugale interne.
Il s'agit d'une usurpation d'identité et d'une tentative de détournement de biens légalement protégés détenus en fiducie. Elisa prit quelques notes, puis leva les yeux. Va demander le divorce pour malhonnêteté financière, détournement de biens communs et preuves évidentes d'infidélité. Avec un tel niveau de détail, le tribunal ne lui accordera aucune possibilité de contestation. J'ai esquissé un sourire sec. Je n'ai pas besoin qu'il perde. Je dois juste m'assurer qu'il ne puisse tromper personne d'autre. Elisa m'a regardé, mi-surprise, mi-impressionnée. Tu es l'une des rares clientes à entrer ici avec tout bien rangé. Visiblement, la prudence est ton point fort. J'ai rassemblé les papiers et me suis levé. La prudence n'est pas mon point fort. C'est ce qui reste quand l'amour aveugle s'éteint enfin. 2 jours après ma rencontre avec Elisa, j'ai reçu un appel de Caitlin Morale, responsable de la sécurité des comptes chez Redmond Trust. Sa voix était calme, mais chaque mot me tombait comme un scalpel. Bonjour, Madame Anderson. Je vous appelle pour vous informer que nous avons terminé notre vérification interne concernant la récente tentative d'accès non autorisé d'un certain Colin Anderson. J'ai posé la main sur la table et j'ai attendu. Nous avons transmis le dossier complet à notre service juridique interne et avons également soumis une notification officielle au comité de surveillance fédéral, car l'incident présente de sérieux signes d'usurpation d'identité et une tentative de saisie de biens personnels protégés. De plus, a-t-elle poursuivi, nous avons mis à jour votre dossier de sécurité. Désormais, toute demande d'accès provenant d'un appareil ou d'une identité liée à M. Colin Anderson sera automatiquement bloquée par le système et signalée aux autorités fédérales. J'ai inspiré profondément. Merci. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Il y a eu un bref silence. Puis Caitlin a baissé la voix. Il y a un autre détail que vous devez savoir. Nous avons découvert que M. Anderson s'est rendu à notre agence Redmond Trust en Colombie en avril dernier. À cette occasion, il a utilisé de faux documents et s'est fait passer pour votre conseiller financier. Il s'est présenté en personne. Oui. L'agent d'accueil a remis en question la validité des documents, a transmis l'affaire à un superviseur et a refusé de servir. L'incident a été entièrement documenté dans notre système. Cependant, comme aucune action en justice n'avait été engagée de votre part à ce moment-là, nous l'avons considéré comme une anomalie isolée. Maintenant, avec les récents développements, nous pouvons identifier son comportement comme intentionnel et systématique. J'ai hoché la tête, comme si cette confirmation était la dernière pièce du puzzle dont j'avais besoin. Nous enverrons le rapport complet aujourd'hui à votre avocat, y compris les journaux d'incident, les images de sécurité, les horodatages d'entrée et les copies numérisées des faux documents. J'ai fermé les yeux quelques secondes. En les rouvrant, j'ai parlé clairement. Merci, Caitlin, et merci à Redmond Trust. Ma tante a choisi le bon endroit. Madame, Clara était l'une de nos clientes les plus spéciales, répondit Caitlin d'une voix plus douce. Je pense qu'elle serait fière des choix de sa nièce. Après l'appel, je suis restée assise dans mon bureau pendant plus de 30 minutes, sans rien faire, les yeux rivés sur l'écran noir de mon ordinateur où mes propres reflets me fixaient, net, immobile et clair. Colin n'avait pas seulement enfreint la loi. Il avait joué avec les lois fédérales. Et cette fois, je n'avais pas besoin de me défendre. La justice s'en chargerait pour moi. Cet après-midi-là, Elisa a rappelé, sa satisfaction indéniable. Je viens de recevoir le rapport de Redmond Trust. Il dépasse toutes nos attentes. Nous avons des vidéos, des enregistrements audio, des journaux d'accès et des images de caméras de sécurité montrant Colin arrivant avec une femme plus jeune, probablement Nathalie. J'ai froncé les sourcils. Il a amené sa maîtresse à la banque pour se faire passer pour moi. Apparemment, elle a attendu dans la voiture, mais le système de caméra a détecté la plaque d'immatriculation et l'a associée à une transaction de location effectuée avec Colin. Carte de crédit. Autrement dit, le dossier est suffisamment solide pour porter plainte pour complot en vue de commettre une fraude patrimoniale fédérale. Elisa marqua une pause, puis poursuivit, je vais transmettre ce dossier au ministère de la Justice de l'État et me coordonner avec les agents fédéraux pour placer l'affaire sous surveillance spéciale. Vu sa gravité, Colin pourrait être accusé de fraude financière fédérale. Je laissai le silence se prolonger, choisissant mes mots avec soin. J'imaginais l'expression de Colin lorsqu'il réaliserait que tout ce qu'il faisait, des SMS et des appels à son entrée physique à la banque, avait été enregistré, archivé et constituait désormais une preuve contre lui. Il n'était pas dupe. Il était exposé par ses propres choix. Avant de raccrocher,
Elisa dit, « Delilah, je sais que ce n'est pas facile, mais je veux que tu comprennes que tu agis bien. Il ne s'agit pas seulement de protéger tes biens. C'est un message envoyé à tous ceux qui pensent pouvoir manipuler et contourner la loi par le mariage. » J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel au-dessus de Charleston devenait gris. Mais intérieurement, les choses commençaient enfin à s'éclaircir. Mercredi matin, alors que je rangeais mes dossiers au bureau, Jasmine, l'assistante administrative, frappa légèrement et me jeta un coup d'œil, l'air tendu. « Delilah, 2 personnes vous attendent dans la salle de conférence. Elles disent être des agents fédéraux et avoir une assignation à comparaître. » J'ai posé mon stylo, le cœur battant à tout rompre. Je savais que ce jour viendrait. Sans hésiter, j'ai ajusté mon col et je les suivis dans le couloir. Les 2 agents étaient assis dans la petite salle de conférence de l'entreprise. Un jeune homme en costume gris impeccablement coupé et une femme d'une 40aine d'années, les cheveux bruns relevés, le regard perçant, mais pas froid. Ils se levèrent à mon entrée. Le professionnalisme transparaissait dans chacun de leurs gestes. « Je suis l'agent Caroline Reyes et voici mon collègue, l'agent Mason Clark du Bureau fédéral des enquêtes financières. » Je leur ai serré la main à tous les 2, puis je me suis assis de l'autre côté de la table, gardant mon sang-froid malgré la tempête qui couvait en moi. « Nous sommes ici à la demande du Redmond Trust et en coordination avec le ministère de la Justice de Caroline du Sud, » commença calmement Caroline. « Êtes-vous Delilah Anderson, l'héritière légale de la succession de Madame Clara Phillips ?»« Je suis la nièce de Clara, » répondis-je. « Et oui, je suis l'unique bénéficiaire désigné dans son testament. » Caroline ouvrit un épais dossier et le feuilleta à la première page. « Nous enquêtons sur des actes d'accès non autorisés, d'usurpation d'identité et de complot visant à saisir des biens protégés par le gouvernement fédéral. Le suspect est Monsieur Cohen Anderson, votre mari. Êtes-vous disposé à coopérer ? » « Absolument, » répondis-je sans hésiter. J'ai tout préparé. Je fouillai dans mon sac et en sortis une clé USB et un dossier de documents qu'Elisa avait dupliqués, les faisant glisser sur la table. Cela comprenait des relevés de compte complets, des preuves que Colin avait utilisé une carte de crédit secondaire pour financer sa maîtresse, et des enregistrements d'appels qu'il avait passés au Redmond Trust. Sont également incluses des photos prises par un détective privé lors de son récent voyage avec une femme nommée Nathalie Carter. Mason prit la clé USB, la brancha sur son ordinateur portable et commença à ouvrir des dossiers. Caroline se concentra sur le résumé que j'avais préparé. Chaque page indiquait clairement la date, le lieu, le montant et le lien direct avec les activités illégales de Colin. « Aviez-vous déjà signalé cette affaire ?» demanda Caroline. J'ai commencé à avoir des soupçons en janvier. J'ai commencé à travailler avec un avocat début avril. Lorsque j'ai découvert qu'il avait tenté d'accéder au trust en utilisant de faux documents, j'ai immédiatement signalé l'affaire à Redmond Trust. Ils ont contacté les autorités fédérales. Mason marqua une pause sur un extrait audio, les sourcils froncés. Je suis le représentant financier de Delilah Anderson. Je dois revoir la structure de répartition de son héritage. Elle est occupée et m'a autorisé à m'en occuper. La voix de Collins résonna. Claire, assurée, effrontée. Caroline jeta un coup d'œil à Mason, puis se tourna vers moi. Avez-vous déjà accordé des pouvoirs financiers à Monsieur Anderson ? Absolument pas, répondis-je. Tous les biens hérités étaient placés dans un trust distinct, hors des biens matrimoniaux. Je ne lui ai jamais communiqué de code d'authentification ni d'informations internes. Caroline prit des notes rapides et précises. Au bout de quelques minutes, elle leva les yeux. Delilah, sache que ce n'est plus une affaire civile. D'après les documents que vous avez fournis et les informations de la banque, Monsieur Colin Anderson est désormais accusé de fraude bancaire, de complot, d'usurpation d'identité pour accéder à des actifs protégés par le gouvernement fédéral et d'intrusion non autorisée dans des systèmes financiers personnels. Ce sont tous des délits graves. Je n'ai pas sourcillé. Selon les conclusions du tribunal, s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, la peine pourrait aller jusqu'à 20 ans de prison fédérale, assortie de sanctions financières et de restrictions permanentes de crédit. Le silence s'est installé un instant dans la salle. Je me suis redressé, croisant le regard de Caroline. Je coopérerai pleinement et je ne veux plus jamais que quelqu'un comme lui fasse du mal à qui que ce soit. Les 2 agents ont hoché la tête et ont commencé à ranger les documents. Vous devrez vous présenter au bureau fédéral dans les prochains jours pour témoigner officiellement et signer des documents supplémentaires. Ensuite, vous pourrez nous laisser, ainsi qu'à votre avocat, s'occuper du reste.
Je les ai accueillis d'une main calme et d'une voix assurée, comme je m'y étais habitué. Merci à tous les deux d'avoir pris cela au sérieux. Je crois en la loi. 3 jours plus tard, alors que je coupais des oignons dans la cuisine, préparant le dîner seul, le téléphone a sonné. La ligne du lecteur d'écran, sans identification de l'appelant. J'ai posé le couteau, me suis essuyé les mains sur le torchon et j'ai décroché. La voix familière de l'agent Caroline Reyes m'a été transmise. Plus basse, plus ferme. Madame Anderson, je vous appelle pour vous informer que Monsieur Colin Anderson a été officiellement arrêté cet après-midi à l'aéroport international de Tampa. J'ai serré le téléphone, le cœur battant. Vers 14h30, il était sur le point d'embarquer pour un vol pour Belize, accompagné d'une jeune femme identifiée comme Nathalie Carter. J'ai légèrement hoché la tête, les yeux rivés sur la fenêtre de la cuisine où le coucher de soleil doré baignait le jardin. Les agents de la TSA ont lu ces droits, soupçonnés d'infraction à la loi fédérale, notamment de fraude financière, d'usurpation d'identité pour accéder à des biens protégés et de complot d'évasion fiscale. Les agents de la TSA se sont bien coordonnés, sans aucune résistance. Mais sachez qu'il était complètement pris au dépourvu. Colin pensait pouvoir échapper à la loi, échapper aux conséquences, mais il n'a jamais compris. Mon silence n'a jamais signifié une capitulation. Souhaitez-vous recevoir une copie du procès-verbal de détention et du rapport d'enquête préliminaire pour votre avocat, demanda Caroline. Je le ferai, répondis-je rapidement. Et merci de ne pas négliger les petits détails que d'autres auraient pu négliger. Caroline raccrocha après quelques remarques finales. Je m'assis à la table de la cuisine, décrochai le téléphone et composai le numéro d'Elisa Hammond. Il a été arrêté, dis-je sans détour. Elisa ne parut pas surprise. Je venais de recevoir la confirmation du parquet fédéral. La bonne nouvelle, c'est que sa détention accélérera la procédure de divorce. Je l'entendais feuilleter des documents à l'autre bout du fil. Compte tenu des accusations portées contre nous dans le dossier que nous avons déposé, Colin n'a pratiquement aucun motif de contester les biens. Vous avez tout à fait raison de vous préparer à l'avance. Ils exhalèrent lentement. Et Nathalie Carter? Aucune accusation. Criminel ne pèse contre elle, du moins pas pour l'instant. Mais son implication complique assurément les choses pour Colin. Ce soir-là, j'ai reçu le premier SMS d'un numéro inconnu. Quel genre de femme êtes-vous? Colin t'a aimé pendant 20 ans, et tu l'as abandonné au plus bas. Je sais qu'il n'est pas parfait, mais étais-tu vraiment obligé de détruire sa vie ainsi? Je n'avais pas besoin de demander. Je savais que c'était Nathalie. La grammaire était impeccable, mais les mots étaient chaotiques, venant de quelqu'un qui venait de réaliser que la personne à laquelle elle s'accrochait n'était pas solide. 2 heures plus tard, un autre message est arrivé. Le ton était complètement différent. S'il vous plaît, si vous pouvez l'aider, je vous en supplie. Il panique. Ils ont dit qu'il pourrait prendre 10 ans. Il a besoin d'une chance. Tout le monde fait des erreurs. J'ai bloqué le numéro, je n'ai pas répondu et j'ai transmis les SMS à Elisa avec un mot. Une confirmation de la relation et un contact direct avec la maîtresse pourraient être pertinents s'il cherche à atténuer le préjudice. 6 semaines plus tard, j'étais dans la salle d'audience 2B du tribunal des affaires familiales de Charleston. L'air était froid et suffisamment calme pour entendre les pages tourner dans le classeur du greffier. Un grand écran en face de moi s'est allumé, affichant le visage de Colin en direct du centre de détention du comté de Hillsborough. Il ne ressemblait plus à l'homme avec qui j'avais vécu pendant 2 décennies, barbe hirsute, cheveux en bataille et yeux dénués de leur arrogance habituelle. La combinaison orange s'estompait derrière la vitre de sécurité, tout comme sa place dans ma vie. Lointaine, décolorée. L'audience de divorce entre Madame Delilah Anderson et Monsieur Colin Anderson va maintenant commencer, annonça fermement le juge Aaron M. Sedow. Elisa se tenait à côté de moi, le dossier soigneusement étiqueté, chaque page témoignant de ce que j'avais enduré et surmonté. Holland est resté silencieux. Aucune défense, aucune résistance lorsque le juge l'a interrogé sur les conditions, renonçant à toute prétention sur les biens, y compris la maison où je vivais, le compte de retraite commun et tout lien avec l'héritage de tante Clara. Il a simplement hoché la tête et dit « Je suis d'accord ». 3 mots simples, mais qui, pour moi, sonnaient comme la note finale d'une chanson qui avait perdu sa mélodie depuis longtemps. Le défendeur étant en détention et ayant consenti à toutes les conditions, le tribunal prononce par la présente la dissolution immédiate du mariage, a déclaré le juge. Madame Anderson conserve tous les biens, individuels ou légalement désignés, clairement définis.
Monsieur Anderson se voit refuser tout droit sur la fiducie, les fonds de retraite ou les biens immobiliers. Colin baissa la tête. Aucune protestation. Cet après-midi-là, je suis retourné à Redmond Trust pour un rendez-vous avec Caitlin Morale, ma conseillère financière. Elle m'a accueilli avec un sourire tendre et une grande enveloppe couleur crème. Vos dossiers financiers ont été mis à jour. Tous les comptes sont sécurisés et la fiducie continue de générer des rendements réguliers, a déclaré Caitlin tandis que je prenais place. Puis elle a glissé l'enveloppe. Et ceci, une dernière lettre de Madame Clara. Elle nous a demandé de la garder jusqu'à ce que toutes les questions juridiques concernant l'héritage soient réglées. J'ai ouvert l'enveloppe et en est sorti un mot manuscrit à l'encre violette. Son écriture familière est ferme, aussi ferme que la femme elle-même. Ma très chère Delilah, si tu lis ceci, c'est que tu as survécu à l'une des épreuves les plus difficiles qu'une femme puisse affronter. La trahison d'une personne en qui elle avait confiance. Je ne t'ai pas laissé d'argent. Je t'ai laissé une chance. Ce que tu en tireras ne dépend que de toi. Souviens-toi de ça. Le plus grand bien ne se trouve pas dans un coffre-fort. Il réside dans la force de ton cœur. Construis quelque chose de beau avec ce qui reste. Avec amour, Clara, j'ai plié la lettre soigneusement et l'ai remise dans l'enveloppe. Je crois savoir ce que je veux faire ensuite, ai-je dit, les yeux rivés vers la grande fenêtre du bureau où la lumière du coucher de soleil baignait les rues historiques de Charleston. Je ne veux pas prendre ma retraite. Je veux ouvrir mon propre cabinet comptable, un lieu pour les femmes qui ont perdu le contrôle de leurs finances. Je veux les aider à tenir le coup. Ce que j'ai failli perdre. Caitlin sourit. Et je crois que tu le feras. Je pensais que perdre quelqu'un qu'on aimait profondément signifiait perdre ses fondations. Mais la trahison a été le séisme qui m'a fait voir la vérité. Ce n'était pas une fondation. C'était de la brique pourrie. J'ai continué à la réparer avec confiance. Colin pensait que j'allais m'effondrer, que je me rétracterais de peur, m'accrochant à un mariage creux depuis des années. Ce qu'il n'a jamais vu venir, c'est ceci. En 22 ans de calme, en tant qu'épouse et comptable, je n'étais pas faible. J'observais. J'ai vu trop de femmes tout perdre parce qu'elles n'ont pas reconnu celui qui leur arrachait lentement le sol sous les pieds. J'ai refusé d'être l'une d'elles. Et heureusement, j'avais le don de tante Clara. Pas une fortune à dépenser, mais un plan de survie. La confiance qu'elle m'a laissée ne m'a pas seulement protégé d'un manipulateur. Elle est devenue la preuve qu'une femme peut s'élever au-delà de l'endroit même où elle se sentait réduite à l'état de faiblesse. Colin n'a pas été abattu par ma colère. Il s'est effondré sous sa propre cupidité. Arrogance et mépris pour la femme qui l'a soutenu pendant 2 décennies. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de l'humilier en ligne ni de mettre en scène une confrontation dramatique. Il me fallait juste agir au bon moment, avec les bonnes preuves et par les bons canaux. Finalement, la justice a fait le reste. La vie après le divorce n'est pas bruyante, comme certains pourraient l'imaginer. J'ai déménagé mon espace de travail sur le balcon du 2e étage, où il y a de la lumière et juste assez de calme pour entendre le chant des oiseaux en ouvrant mes comptes. J'ai commencé à proposer du coaching financier personnel à un petit groupe de femmes de Charleston. Certaines sont récemment divorcées, d'autres licenciées, d'autres encore ne savent tout simplement pas comment gérer leur argent. Tout le monde n'a pas de tante Clara. Mais si je peux transmettre un peu de ce que j'ai appris, c'est la meilleure façon que je connaisse de construire quelque chose de beau avec ceux qui restent. Chaque jour, j'apprends à vivre seul, non pas dans la solitude, mais en étant autonome. Je cuisine ce que je veux. J'écoute de la musique dont personne ne se plaint, c'est trop lent. J'achète des draps couleur crème au lieu des gris froids qu'ils j'ai insisté pour avoir l'air plus professionnel. La bête n'est pas arrivée du jour au lendemain. Elle est arrivée par vagues discrètes. Quand j'ai ouvert un relevé bancaire sans aucun retrait suspect. Quand je suis passé devant le fleuriste et que je me suis permise d'acheter des œillets simplement parce que je sentais que je les méritais. Peut-être que la vie n'a pas besoin de commencer parfaitement. Peut-être suffit-il de changer de cap quand il le faut, de garder la tête haute et de se rappeler exactement ce que l'on vaut, pour que personne ne puisse nous enlever ce qui compte vraiment. Que pensez-vous de la façon dont Delilah s'est protégée et a affronté la trahison? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour découvrir d'autres histoires fortes et inspirantes sur la famille et la résilience.